Salut à tous et bienvenue dans la dernière vidéo de cette année. C'est vraiment la dernière qui va consister donc dans le rattrapage du mois de novembre. Comme je vous l'ai dit dans ma critique de Overlord, le mois de décembre c'est mon mois vacances. Et donc on va terminer sur le rattrapage du mois de novembre et on se retrouvera le 1er janvier pour les vidéos bilan et la vidéo rattrapage du mois de décembre. Juste pour vous signaler 2-3 petites choses avant de commencer. J'ai commencé à écrire mon code de ciné sur les films d'animation, mais je suis pas du tout inspiré par le sujet. Donc il faut que j'y arrive malgré tout. J'ai commencé à écrire une petite vidéo spéciale que je voudrais consacrer à la violence au cinéma. Et je prévois pour le bilan de l'année 2018 2 vidéos qui vont être un petit peu hors sujet, qui vont être assez coup de gueule. Donc voilà, pour vous avertir avant de commencer. Ceci dit, commençons les rattrapages du mois de novembre. Et on commence avec Robin des Bois, de la version de 2018, avec Otto Bathurst. Ouais, c'était bien ça, Otto Bathurst. Alors bon, vous connaissez l'histoire, Robin des Bois, Robin de Locksley, qui a perdu son château, qui lutte contre le chef de Nottingham. Ils ont fait une version 2018, et c'est débile! Mon Dieu que c'est débile! Oh la daube qu'est ce film! Oh la vache! Alors, il y a eu une intention derrière ce film. Il y a eu une intention qui était d'essayer de donner un cadre un peu plus moderne, un peu qui fait un peu anachronique par rapport à l'époque où ça se passe. Enfin, un peu comme l'avait fait le King Arthur de Guy Ritchie, Guy Ritchie. Sauf que c'est Guy Ritchie. Donc le film Le Roi Arthur l'année dernière, qui lui aussi avait mis une esthétique un peu plus moderne dans son film, mais ça tombe bien parce que les deux films sont souvent comparés, parce que les deux parlent de légende arthurienne et les deux ont une tentative assez proche. La comparaison entre les deux films est justifiée, mais je veux dire, au moins Le Roi Arthur, dans son esthétique un peu modernisée, déjà il avait l'excuse que le cadre du film ne se déroulait pas dans notre Angleterre, ne se déroulait pas dans notre monde. Ça se voyait avec le bestiaire, notamment, où on était clairement dans un film fantastique. Là, Robin des Bois, déjà n'entonne rien dans le fantastique. Le film parle des croisades, il dit que ça se déroule lors de la conquête de la Terre Sainte. On nous parle d'une province arabe, donc c'est clairement dans notre monde. Il n'y a aucun élément fantastique dans le film. Et surtout un truc, c'est que le King Arthur, certes, avait donné une esthétique un peu plus moderne à son monde, mais il avait donné une esthétique moderne, là il pouvait y avoir de la modernité. Comme par exemple la veste du roi Arthur qu'il a pendant tout le film. Déjà, c'était une veste en peau de mouton, ou un peau en laine, un peau d'animal, bref. Le concept avait l'air moderne, mais il était fait avec quelque chose qui pouvait être ancien, donc en soi, c'était pas choquant. Ce film, Robin des Bois, mais il est débile au possible dans ce traitement-là. Ne serait-ce que dans ce traitement-là, et alors c'est pas fini dans la débilité. Ce film est débile sur tous les points. Genre par exemple, les tenues des personnages. Les tenues des personnages, c'est le méchant, il a clairement une veste moderne. Mais tous les vêtements sont basés sur des vêtements modernes. Alors, le film veut se la jouer en mode à une époque, on ne sait pas quelle époque c'est, oulala. Sauf que comme ça montre les croisades, on se situe comme on se situe dans la 3e croisade très clairement. Autre truc débile. Pendant justement ces croisades, on suit à un moment donné une bataille entre les croisés et le peuple arabe.
Et alors, les croisés, vous voyez les soldats US en guerre en Irak? Pareil. Je vous jure, c'est pareil. C'est genre, les gars, c'est pas des fantassins, genre, ils s'amènent avec des boucliers et des épées. Ils s'amènent, genre, avec des arcs. Et les arcs, c'est carrément, c'est genre, on a remplacé des fusils automatiques par des arcs et des flèches. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est débile, cette mise en scène. Tout le passage là-dessus est débile. Le film, de toute façon, le film en entier, bon, pourri. Alors, le film a introduit le personnage de Jamie Foxx pour accompagner Robin des Bois, pour qu'il y ait un personnage ramené des croisés qui l'accompagne. Alors déjà, merci pour l'originalité. C'était déjà fait dans Robin des Bois avec Kevin Costner, cette histoire. Avec Morgan Freeman. Mais alors, ils ont voulu refaire pareil dans le sens où la personne qui venait d'Orient ramenait une sagesse orientale. Mais là où le film avec Kevin Costner et Morgan Freeman était intéressant sur ce sujet, c'est-à-dire montrer une avancée technologique supérieure qui était avérée à l'époque. Je prends par exemple la scène de la longue vue. Ce film-là te dit qu'en fait, je déteste dire ce terme parce qu'en général, c'est un terme qui est un peu trop facile à utiliser. Mais c'est un film de SJW. Je suis désolé, je peux pas le dire autrement. Genre, le film te dit clairement que l'islam, c'est la vraie foi. Mais vraiment, le film veut donner un aspect complotiste. Genre, pour faire écho à notre monde moderne. Genre, le peuple arabe, contre qui les Anglais font la guerre, sont financés par le pouvoir en place pour continuer à faire la guerre aux Anglais, et donc pouvoir faire perdre de la puissance au roi Richard. C'est comme ça que le film le présente. L'idée n'est pas mauvaise, mais alors, mais là où ils auraient pu tout simplement, par exemple, faire que ce soit qu'une simple question de pouvoir en place, avec le shérif de Nottingham, avec le prince Jean. Il n'y a pas de prince Jean dans ce film. J'y pense, il n'y a pas de prince Jean, qui à la base est l'un des deux antagonistes principaux des aventures de Robin des Bois. Dans les aventures de Robin des Bois, t'as le shérif de Nottingham et t'as le prince Jean. Là, t'as pas de prince Jean, et alors, il fomente le complot de cette guerre avec le Vatican. C'est le Vatican qui finance cette guerre. Et d'ailleurs, la religion chrétienne, alors tous les chrétiens se sont montrés, alors à l'exception de Frère Toc, qui lui, dès qu'il est renié, parce qu'il est excommunié à un moment donné dans le film, lui, il dit « Ah, je suis enfin libéré !» Genre, le Vatican l'a emprisonné, il est libéré de la religion chrétienne. Je suis pas chrétien de base, mais avoir un message lourdingue pour ensuite dire que l'islam, c'est la vraie foi, que nous, on peut aller au combat avec l'honneur et tout, avec aussi un message contre les athées. Le message a un message contre les athées, un message contre les catholiques, et en plus de cela, te dit l'islam, c'est la vraie foi. Alors, ton film a un parti pris si tu fais ça. Ton film a clairement un parti pris. C'est tellement forcé cet aspect, mais ça en devient gênant. Alors, j'ai l'air de dire ça, j'ai l'air de passer pour un facho, mais quitte à ce que tu aies un message sur les religions, les puissances et tout, sois plus subtil que ça, sois moins manichéen. Ce film est totalement manichéen. Et alors, passons là-dessus. Il n'y a qu'une seule femme qui a un rôle un peu plus en avant, bon, là, le rôle de Marianne. Déjà, on nous fait le cliché de d'abord nous la montrer comme une femme forte, puis ensuite d'en faire une demoiselle en détresse. Mais ensuite, alors moi, ce qui m'avait choqué avec Marianne, c'était la première scène. La première scène, ça commençait avec Marianne qui voulait voler un cheval. Ok, pas de souci. Elle arrive,
Elle est donc camouflée. J'allais dire voilée, mais non, mais elle est masquée. Elle est masquée donc pour pas se faire repérer parce que c'est une voleuse. Très bien. Mais alors le plan juste après, tu vois qu'elle a une robe. Tu te dis pour voler, bon déjà c'est pas. Hein, mais alors elle a une robe avec un putain de décolleté sa mère. Genre le plan la montre d'abord masquée. Puis ensuite le plan la prend un peu plus large et déjà vous faire du vol en robe moyen quand tu dois escalader des trucs, mais en plus avec un putain de décolleté sa mère. Ok, d'accord. J'ai rien contre les décolletés. Enfin, j'ai l'air de dire, putain, j'ai l'air d'un vieux réac. C'est pas le décolleté en soi qui dérange, c'est que dans la situation dans laquelle elle est, ce n'est pas approprié. Une femme dans un film qui doit se battre, qui doit voler, qui doit faire des choses qui nécessitent une totale liberté de mouvement, d'une n'a pas besoin d'être sexy. Je pense que sa priorité c'est de prendre des vêtements qui facilitent les mouvements physiques, qui facilitent l'agilité. Mais en plus, elle n'y va pas en robe. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. J'ai l'air d'un vieux... Ça m'énerve parce que j'ai l'air d'un vieux réac, j'ai l'air d'un vieux facho, mais faut voir le film comme il présente les choses. Faut le voir, ce putain de film, comment il présente les choses. Et ça aurait pu passer si le film ne se prenait pas au sérieux. C'est ça aussi le gros souci, c'est que ce film se prend au sérieux. Là où le roi Arthur avait quand même un second degré sur ce qu'il pensait, le roi Arthur s'assumait déjà beaucoup plus comme étant un film très second degré, comme un film qui allait miser beaucoup sur le visuel. Ce film, Robin des Bois, n'a même pas ça pour lui. Il n'a même pas ça pour lui. Les visuels sont moches, les effets spéciaux sont hyper moches, que ce soit les effets numériques, qui sont, mais, ignobles. Les fonds verts aussi, c'est ignoble. Mais alors, les effets physiques, les décors, les costumes, les décors sont trop propres. Je vais encore prendre le roi Arthur, mais c'est parce que c'est l'exemple parfait de comment tu peux jouer sur une esthétique de manière efficace dans le cas du roi Arthur et faire de la merde dans Robin des Bois. Dans le roi Arthur, c'était modernisé, mais ça avait le mérite de moderniser intelligemment. C'est-à-dire que là, les décors font fake. Et les costumes font fake. D'ailleurs, les costumes font carrément... La veste de Robin des Bois, c'est la veste de la série Arrow. Alors, je sais que Robin des Bois a inspiré Green Arrow. Mais l'inverse, mais c'était pas la peine de reprendre un truc d'un dizaine de séries, quoi. Ah oui, et aussi le côté, alors le jour tu es Robin de Locksley, un noble, riche, et tout, et le soir tu voles les pauvres et tu es Batman. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ce film, ça fait Green Arrow, ça fait Batman, ça fait tout ce que tu veux. Alors oui, en plus de cela, le film est bourré de débilité scénaristique au possible. Déjà, bon, c'est censé être un voleur masqué, Robin des Bois. La moitié du temps, il n'est pas masqué. Et alors, enfin, quand je dis la moitié du temps, la moitié du temps où il est censé être masqué, il n'est pas masqué. Et alors, les scénarios, les dialogues sont débiles au possible. À un moment donné, cette scène, elle m'a marqué, j'ai failli me lever du siège à ce moment-là. À un moment donné, t'as le shérif de Nottingham qui dit à ses soldats, enfin, qui est bloqué par un mur de feu. Et ensuite, il dit à ses soldats, soldats, aidez-moi à traverser ce feu de merde. Oui, parce que les dialogues sont aussi, ça dit beaucoup merde, chier, couille, enfin bref. T'as les soldats qui se mettent devant avec des boucliers anti-émeute. C'est carrément, le design c'est ça, c'est des boucliers anti-émeute. C'est ça, hein. Donc, t'as les gars qui se mettent devant et qui ouvrent le feu, comme ça, comme une porte. Comme un portail, en fait. En mettant leur bouclier en avant.
Je vous jure, ça fait ça. Alors déjà, c'est moche, mais en plus, c'est débile au possible. Mais... les dialogues aussi, les dialogues sont... Rien ne va dans ce film. Rien ne va. L'intention de base aurait pu être mieux traitée. L'intention de base n'est pas mauvaise. L'intention de base, elle tient la route. Mais ce film est tellement catastrophique sur tous les points. Enfin bref, une daube, quoi. Ce film est une daube, même pas fun. C'est un navet. On enchaîne ensuite avec le Grinch, film de Yarrow Cheney de Scott Mosier, d'accord. J'avais pas les noms en tête. Un film donc sur le Grinch, qui est une créature fictive dans un village fictif appelé, je crois que c'est Shoeville, un truc comme ça, ou Shoetown peut-être. Et donc c'est un habitant qui lui, contrairement aux autres, est totalement méchant, qui veut faire le mal et qui est enfin bref, qui a pour projet de voler le Noël des habitants de la ville. Très mauvais. C'est lui aussi, c'est pas aussi catastrophique, mais en fait c'est le gros souci des studios qui ont sorti, c'est les mêmes qui ont sorti les Mignons et les Moi Moches et Méchants. Et aussi les Comme des Bêtes. J'ai un gros souci avec ces dessins animés. J'ai un gros souci avec cette boîte de production. Bon, déjà, le premier problème est une idée débile. C'est une idée débile de base. Foutre un narrateur. Mais un narrateur invasif. C'est genre, la moitié du film, t'as la moitié du film qui est expliqué par un narrateur. Alors que le film n'en a pas besoin. Le narrateur, il ne fait qu'alourdir le truc. Il ne fait qu'emmerder le spectateur. Pour donner un exemple, il y a une séquence de flashback. Il y a une séquence de flashback où le Grinch, où on montre le Grinch, pourquoi il a fait ça, pourquoi il est devenu méchant, parce que parce que quand il était petit, il a pas pu fêter de Noël, parce qu'il était tout seul, il était en orphelinat. Tu montres les images parlent d'elles-mêmes, et s'il y avait que les images, ce serait super. Mais non, parce que ce connard de narrateur, il n'arrête pas de t'expliquer, alors oui, le Grinch était un enfant seul, il a pas pu fêter Noël comme les autres, mais putain, mec, je le vois à l'écran ce que tu me dis, ta gueule! Mais ferme ta gueule au bout d'un moment! Mais toutes les scènes, mais la moitié des scènes s'alourdissent avec un putain de narrateur qui ne sert à rien. Laisse ton film respirer, laisse ton film s'exprimer par lui-même. Arrête de te foutre là. Oh, ça m'énerve. Non, ça m'énerve parce que en soi, le film aurait pu être vachement mieux. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Au niveau scénaristique, le film aussi, il est simpliste. Mais il est niais, mais comme c'est pas permis, quoi. Alors, pour le retournement final, le film est vachement niais. Mais en plus, un truc qui m'énerve aussi, c'est que quand je vois un film sur le Grinch, je m'attends tout bonnement à voir un film sur le Grinch. Logique. La moitié du film, tu suis une putain de gamine qui veut parler au Père Noël parce que sa mère est seule. Ça aussi, ça aurait pu être une bonne idée si la mère avait un comportement adapté à sa situation. C'est-à-dire qu'au début du film, on montre la mère qui commence à être fatiguée, qui commence à ne plus en pouvoir, et on la montre commencer à se plaindre, elle fait « mais non, je me plains pas » et tout.
Et ça aurait pu amener un truc vachement intéressant. Mais c'est un truc qui n'est jamais développé. C'est un truc qui n'est jamais développé. La mer aurait pu être un habitant de... Ça aurait pu être une critique de ce genre de civilisation où tout le monde doit être super content et tout le monde doit être super génial. Mais non! Non, il y a aucun propos là-dessus. Et c'est putain de dommage parce que ça démarrait quelque chose là-dessus. Le film démarre quelque chose là-dessus. Et tu te dis, putain, s'ils explorent, s'ils font une critique de ces sociétés où tout le monde doit être heureux, ça aurait pu être bien. Mais non, le film n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Le film détale. Dans son retournement, le retournement scénaristique, c'est un truc mais d'une facilité déconcertante. Alors juste parce que le Grinch a parlé avec un gosse, il décide de devenir gentil. Mais et en plus, le film est une avalanche de gags lourdes, est une avalanche de choses, mais qui ne se développent pas. C'est ça aussi le problème. Le film lance plein de choses, le film lance plein d'idées, mais aucune n'a de véritable conclusion, aucune ne se développe réellement. Tout ça pour laisser place à des gags lourdingues et à un putain de narrateur qui est obligé de t'expliquer la moindre chose qui se passe devant toi. Ah, le narrateur m'a énervé. Enfin bref. Film très mauvais aussi. Je vous le conseille pas, honnêtement. Bon, heureusement, on sort des films très mauvais. On a expulsé les 2 films mauvais de ce rattrapage. Pour parler ensuite de Sauver ou périr de Frédéric Tellier. Un film donc inspiré d'histoires vraies. Je pense pas que le personnage principal soit un personnage qui ait réellement existé, mais c'est un personnage qui va servir en fait de vecteur sur de porteur de messages sur les pompiers, sur les grands brûlés, sur la remise en circulation de personnes de grands brûlés. Voilà, c'est un film sur un pompier. Enfin, l'histoire c'est un pompier qui suite à un accident et des grands brûlés. En fait, le film va passer son temps à raconter sa vie d'avant l'incendie. Ensuite, comment, déjà il y a eu le passage comment il a eu cet incendie. Et ensuite, on va voir toute sa convalescence à l'hôpital, toutes les épreuves qu'il doit traverser, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Ce film était très bien, il était plutôt bien. J'ai 2 défauts à lui reprocher, c'est d'être un peu trop long et un peu trop verbeux. C'est un problème que j'ai avec pas mal de films français, c'est que la plupart du temps dans le film, les personnages se lancent dans des monologues qui ne font pas du tout naturels, qui font très forcés. Et ça, c'est très dommageable. En revanche, le film est assez émotionnellement fort. Et en fait, il y a un aspect un peu documentaire qui est intéressant. Un aspect un peu comment les pompiers agissent sur le terrain, comment les grands brûlés font pour se remettre, comment on essaye de soigner un grand brûlé. Bref, le film a un aspect documentaire assez intéressant, surtout qu'il parle de 2 métiers des 2 métiers que je respecte le plus dans la société française. Savoir que moi, il y a 2 métiers que je respecte énormément, c'est le métier de pompier et le métier de médecin. Et là, ce film parle des 2 métiers que je respecte le plus, alors forcément, ça va me parler plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est un film assez profond, qui a quelquefois des idées de mise en scène très bonnes, je trouve. À un moment donné, par exemple, le personnage principal fait un cauchemar par rapport à l'incendie, parce que, grand brûlé, quoi. Et en fait, à un moment donné, l'image va basculer. Et en fait, elle bascule parce qu'à un moment donné, le personnage est dans un lit. Au-dessus de lui, il y a des flammes. Et en fait, petit à petit, l'image se tourne et ça fait passer les flammes en dessous de lui et lui au-dessus. Et ça fait très image plongée dans les enfers.
Je pense que c'était la volonté du réalisateur de faire ça. Ça donne une image très plongée dans les enfers. Bref, et le film a quelquefois des idées très bonnes dans ce style. Bon, il raconte pas. J'aime pas dire quand un film dit qu'il raconte pas grand-chose, mais il raconte. C'est une tranche de vie d'un grand brûlé. Voilà, c'est un film tranche de vie d'un grand brûlé qui parle aussi de l'ironie sur la vie de pompier. Un pompier, en fait, le mot d'ordre d'un pompier, c'est sauver ou périr. Et en fait, lui, il le dit dans le film, c'est j'ai sauvé et j'ai péri. C'est une ironie assez absurde, mais que je trouve très bonne. Ça parle aussi de la difficulté des grands brûlés à se réinsérer dans la société à cause des gens autour. Ça te fait prendre conscience de ça. Non, franchement, le film est très bien fait et je vous le recommande, bien qu'émotionnellement, il soit franchement parlant. On enchaîne ensuite sur un film Disney, donc le film de Noël Disney de cette année, à savoir Casse-Noisette et les 4 Royaumes, film de Lasse Storm et de Joe Johnston. L'histoire donc de Clara, une fille qui a perdu sa mère, qui lors d'une fête de Noël chez Drosselmeyer, se trouve dans un royaume dans un monde où 4 royaumes subsistent. Le royaume, la terre du divertissement, la terre des bonbons, la terre des fleurs et la terre des flocons de neige. Et découvre en fait que sa mère était la reine qui régissait ces 4 royaumes et l'un des 4 royaumes veut envahir les 3 autres. J'ai bien aimé Casse-Noisette et les 4 royaumes. Il y a quelques défauts, faut pas le nier, notamment en ce qui concerne. Alors il y a plusieurs défauts. Déjà, j'ai trouvé que quelquefois le visuel était pas bien rendu. L'intrigue est très enfantine, mais bon, film sorti direct de Walt Disney Pictures. Ben, c'est du Disney, c'est leur cible, donc fallait s'y attendre. Le film est assez prévisible. Le film, c'est-à-dire que le retournement scénaristique final, je l'ai vu venir. Mais ce qu'il y a de bien dans son retournement scénaristique final, c'est que tout le long, ils assument l'inverse. Tout le long, ils veulent faire genre que c'est la vraie histoire et tout, à un point auquel, à un moment donné, t'as le doute. T'as le doute si ça va vraiment avoir ce retournement scénaristique, tellement le film va à fond dans ce qu'il te présente. Visuellement, le film est excellent. La musique, visuellement et esthétiquement parlant, c'est juste génial. Il y a une histoire sur le deuil qui, pour le coup, est très bien traitée. Ça me fait penser, en fait, je dis ça parce que ça me fait penser à toutes les fois où j'ai entendu dire, genre dans le film Le Petit Prince, ouais, il y a un message sur le deuil et tout. Non. Un message sur le deuil, c'est un film qui est du genre du Casse-Noisette et les 4 Royaumes, où là, la personne est vraiment morte. Où il y a vraiment un travail de deuil à faire. Parce que, excusez-moi, mais dans un film comme Le Petit Prince, où on m'a saoulé avec cette histoire, non, le personnage n'est pas mort, il n'y a pas un travail de deuil. Dans Casse-Noisette et les 4 Royaumes, il y a véritablement un travail de deuil. La fille n'est pas sûre d'elle-même, la fille a sa mère qui lui manque. Et non, très franchement, le film a beaucoup de fulgurance là-dessus. J'ai un peu de mal avec la manière dont la mère a pu à la fois s'occuper de la vie de famille, mais en plus régir les 4 royaumes. Parce que, ok, dans le royaume, enfin dans le royaume, dans le monde des 4 royaumes, le temps passe beaucoup plus vite que dans notre monde à nous. Mais dans ces cas-là, le moment où elle va dans notre monde, est-ce que ça fait pas passer genre des siècles dans les 4 royaumes? Je sais pas, j'ai trouvé la logique très bizarre. Après, visuellement, comme je disais, le film est très bien rendu. Il y a beaucoup de créativité, je trouve, dans les 4 royaumes. Je trouve que la manière de les représenter, alors c'est surtout axé sur le royaume de la terre du divertissement et le royaume principal,
Mais pour le peu que l'on voit de tous les royaumes, j'ai trouvé tout d'une créativité enchanteresse. Un très bon film pour Noël, donc alors ça va être surtout axé sur les enfants. Vous allez peut-être vous imaginer, vous perdre un peu si vous êtes adultes, mais personnellement j'ai beaucoup aimé. Et on enchaîne avec un autre film Disney, donc Jean-Christophe et Winnie de Mark Forster. Alors celui-là il est un peu spécial. Il est un peu spécial parce que c'est un film qui était dans un rattrapage du mois d'octobre, mais que j'ai oublié de critiquer. Bah du coup je le fais dans le rattrapage du mois de novembre. Donc l'histoire en fait de Jean-Christophe qui une fois donc le Jean-Christophe qui a connu Winnie l'ourson, Porcinet, Bourriquet, tout ça, et qui devient adulte, qui doit mener une vie d'adulte suite à un voyage en pension, et qui donc va petit à petit oublier ses amis, et voilà. Alors, là encore, on va parler je vais faire une légère comparaison avec Le Petit Prince. Ce film, c'est un excellent message sur la perte de l'enfance. Le fait que quand on perd son âme d'enfant, on laisse des trucs derrière nous, qu'on le retrouve une fois qu'on a retrouvé un peu son âme d'enfant. C'est une invitation à l'imagination, c'est une invitation à la légèreté. Et j'ai trouvé ce film très prenant. Alors, je suis ce qu'on appelle un jeune adulte nostalgique. Forcément, ça me parle. Mais j'ai trouvé ce film très poétique. Un peu trop enfantin, il faut le dire. Trop enfantin, notamment dans son dénouement final, mais qui est une facilité scénaristique énorme. Mais dans l'ensemble, ça reste un très bon film sur notre rapport à l'enfance. Ça reste un très bon film sur comment on peut perdre certains principes enfantins, comment notre monde nous oblige à être ce qu'on n'est pas. Et j'ai trouvé le film très intéressant là-dessus. Les interactions entre Jean-Christophe et Winnie sont à la fois drôles et mignonnes. L'interaction des personnages de Winnie l'ourson dans notre monde réel, elle est très drôle. Je regrette qu'il y ait eu cette interaction toutefois. Je regrette que les personnages de Winnie l'ourson soient intervenus dans notre monde. J'aurais préféré que ça fasse plus comme vice versa, où les personnages de Winnie l'ourson restent de l'ordre de l'imagination de Jean-Christophe, et que la retrouvaille avec les personnages soit en fait une espèce d'envie de retour à l'enfance. J'aurais préféré ça, mais bon, le film l'a pas fait. Je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé très beau. Alors beaucoup se sont plaints de l'esthétique des peluches, enfin des personnages de Winnie l'ourson, parce que beaucoup disent qu'elles avaient l'air décrépites et tout. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès pour marquer à quel point le passage à l'âge adulte de Jean-Christophe a un peu abîmé les peluches, où il y a eu des conséquences, quoi. Du coup, ouais, c'est un film que je vous recommande. Et on termine sur Crazy Rich Asians, ce film de John Chu. Donc l'histoire d'une femme asiatique vivant aux États-Unis qui est en couple avec un homme venant d'une riche famille chinoise, et qui donc va aller, je crois que c'est en Chine ou à Singapour, j'ai plus trop en tête, pour rencontrer la famille du jeune riche de son fiancé, qui est une famille dynastique chinoise. J'ai trouvé vachement bien ce film. Déjà, pour une comédie romantique, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'idées visuelles intéressantes. Désolé de cette interruption, la caméra n'avait plus de batterie. Il a fallu que je refasse un peu d'installation. Donc comme je le disais, Crazy Rich Asians, donc très bon film. Donc comme je disais, esthétiquement réussi, qui a beaucoup d'idées visuelles intéressantes, ne serait-ce que pour parler de comment une famille chinoise se transmet les infos. Il y a aussi beaucoup d'imagerie sur la culture chinoise que je trouve très intéressante, comme une scène de mariage qui est assez bluffant visuellement, qui est dépaysant, pas bluffant, pas forcément bluffant, mais dépaysant. On est vraiment dans un film avec une culture chinoise ancrée, avec une critique de la mentalité chinoise,
notamment en ce qui concerne les vies de famille, en ce qui concerne les dynasties de riches, tout ça. J'ai trouvé le film très intelligent sur son traitement. Racisme aussi, le racisme qu'ont les Chinois d'origine envers les Chinois qui vivent dans d'autres pays, qui se font... Ils utilisent le terme... Alors, c'est un terme que j'ai découvert que très récemment. En fait, il y a certains Chinois, pour qualifier d'autres, c'est un terme utilisé par les JW, étonnant, qualifie qu'en fait une personne asiatique qui n'est pas d'accord avec certains propos, certaines idées asiatiques, culturelles, est qualifiée de banane. C'est-à-dire que jaune à l'extérieur, blanc à l'intérieur. C'est un peu le bounty pour les noirs. Donc ce film dénonce aussi ce comportement. Il dénonce aussi l'ultra influence de l'Occident sur cette catégorie de population chinoise. Bref, c'est un film qui a un sous-texte très complet. Qui profite de son contexte pour présenter la culture chinoise aussi bien dans ce qu'elle a de plus belle que dans ses travers. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, j'ai trouvé ça vachement pertinent dans le contexte qu'on nous présente. Du coup, enfin, j'ai pas grand chose à dire. Il y a quelques clichés de la comédie romantique habituelle. Genre les personnes qui vont se poursuivre jusqu'à la fin, qui vont faire un discours devant plein de monde en disant mais je t'aime, et c'est un cliché assez éculé qui est dommage de retrouver dans le film Crazy Rich Asians. À part ça, j'ai pas grand chose à redire. Peut-être un manque de manichéisme, un manque de un surplus, je voulais dire, un surplus de manichéisme, genre le comportement de la quasi-totalité des riches chinois. Il y a tout un sous-arc que j'ai pas compris l'utilité. C'est celui de la cousine du petit ami de l'héroïne. Il y a tout un arc sur elle, sur le fait qu'elle vive aussi avec un homme pauvre. Et je trouve que cet arc n'amène à rien, ne sert à rien. Alors, s'il y en a qui ont vu le film et qui ont trouvé son utilité, dites-le moi, mais à titre personnel, je vois pas ce que ça foutait dans le film. Voilà. Mais sinon, le reste est très bien. Voilà, c'était le rattrapage des mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, joyeux Noël, bonne année, allez au cinéma, on se retrouve en 2019. Ciao!